3 invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Michel Saunier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Thibaut Prébet qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Et Gilles Guibou nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Un mot peut-être de l'ambiance et ce qui vous intéresse d'ailleurs dans l'ambiance de marché actuelle. En route pour Octobre Rouge, est-ce que c'est un peu l'idée qu'on a en tête aujourd'hui? Gilles, après un mois de septembre qui a déjà marqué une rupture assez nette par rapport aux tendances plutôt positives qu'on avait observées cet été, qu'est-ce que le marché est en train de repricer aujourd'hui? Très clairement, le mois de septembre a vu une inflexion liée à un changement de rythme dans les niveaux de croissance. On le savait, qu'on avait un niveau de croissance des résultats des entreprises qui avait sans doute marqué un top à l'occasion des résultats du deuxième trimestre. On va avoir une croissance qui se normalise, c'est normal après le rebond. Donc on a une croissance mondiale qui est en train de se normaliser, avec quand même un certain nombre de nuages à l'horizon liés notamment aux disruptions et aux ruptures dans les chaînes d'approvisionnement qui créent quand même une crainte, qui crée une crainte du côté inflationniste, avec effectivement ce qui est en train de se passer, y compris sur les niveaux de l'énergie. Donc on a d'un côté la crainte inflationniste qui reste, des perspectives de croissance qui sont plutôt en train d'être révisées à la baisse, également avec l'inconnue chinoise, qui contribue. La Chine, c'est quand même plus d'un tiers de la croissance mondiale. Donc on voit bien qu'après Evergrande, on a quelques autres opérateurs qui sont en difficulté. Donc, on commence à dire finalement peut-être un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation. Un peu moins de croissance, alors qu'on imaginait déjà une modération de la croissance, voilà. Vous dites, partant de cette idée-là. Et donc un peu plus d'inflation. Bon, si on fait une synthèse de ça s'appelle de la stagflation. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre? Baisse des marchés obligataires, baisse des marchés actions. Et la seule chose qui a servi de refuge à ce moment-là, c'était les valeurs les plus décotées. Donc effectivement, au mois de septembre, on a bien vu que les deux secteurs qui étaient en hausse, c'était l'énergie, effectivement, dont plus personne ne voulait, mais qui atteint des niveaux de valorisation qui étaient sans doute un peu absurdes, surtout au moment où les prix de l'énergie remontent. Et les banques, qui sont peut-être le seul secteur qui finalement voit son horizon un tout petit peu se dégager, parce qu'on a une courbe des taux qui se repentifie un petit peu, donc c'est bon pour les marges d'intérêt. Même si on a un ralentissement de la croissance, finalement, on a quand même une croissance qui reste là. Et surtout, d'un point de vue réglementaire, on a passé un certain nombre d'étapes réglementaires, et donc on a un cadre réglementaire qui se dessert, avec les perspectives de toucher des forts dividendes d'ici la fin de l'année. On va avoir Intesa, BNP, qui vont verser des dividendes entre 8 à 10% d'ici la fin de l'année. Donc, effectivement, un secteur qui reste sans doute trop peu cher pour rester sur ces niveaux-là. Et donc là, on va arriver sur la période des résultats à partir de la semaine prochaine, avec d'ores et déjà un contexte qui est moins favorable côté 2, puisque on a déjà eu, pour le troisième trimestre, quelques avertissements sur résultats dans différents secteurs. Ouais. Ce matin, on a eu TeamViewer, on a eu Forestia et Plastic Omnium la semaine dernière, on a eu FedEx sur les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis. Donc, on voit bien que... Nike aussi, parce que à cause du Vietnam. Donc, on voit bien que il y a un peu plus d'interrogations. C'est pas encore négatif. Il n'y a pas encore tellement d'alternatives au marché action. Mais néanmoins, on n'a plus un cadre aussi porteur. Et on a quand même une valorisation pour l'ensemble des marchés qui est quand même pas ultra porteuse, puisqu'on a des valorisations qui sont quand même toujours au-delà des niveaux moyens de long terme. Alors c'est intéressant parce que on voit le marché baisser, on a une baisse de 5% plus sur les indices globalement par rapport au point haut marqué en août ou début septembre, mais on voit que le marché hésite peut-être à franchir une étape supplémentaire dans cette idée de correction. Jusqu'où est-ce qu'on est inquiet ou jusqu'où on se rassure, Thibaut, aujourd'hui? Vous m'attaquez sur l'analyse technique, là, c'est un peu fourbe. Bon, non, c'est pas de l'analyse technique, non. En vrai, le marché... Sur les déterminants fondamentaux du marché... Depuis les plus hauts, on a dû perdre pas très loin, probablement de 10%. À ce stade, on vient d'une très forte hausse, qui était probablement rapide et un peu violente. On a aujourd'hui une correction qui touche beaucoup des valeurs qui étaient extrêmement chères, ce qui ne me pose pas de problème fondamental, même si c'est souvent des titres sur lesquels on n'est pas inquiet. Après, il y a certains sujets qu'il faut aussi comprendre qu'il y a une asymétrie qui se forme. C'est-à-dire que quand on a des valeurs de luxe qui se payent, si on prend l'exemple de Hermès, 60 fois les résultats, on est quand même plus sensible à une mauvaise nouvelle que quand on a des valeurs qui se payent 4, 5, 6 fois les résultats. C'est assez légitime. Donc il y a une sorte de fragilité qui s'est formée. Là, il y a une baisse.
effectivement, on a à peine baissé que tout le monde pense déjà qu'on va aller voir les plus bas, que tout va mal se finir, et qu'on pourrait avoir justement avec un peu de révision de la stagflation, etc. Donc c'est un bruit de marché, il est légitime de l'évoquer. Hier, des gérants me disaient, tiens, on attend qu'on revienne peut-être sur les niveaux qu'on avait avant la crise Covid. Donc c'était un CAC autour de 6100 points. Voilà. Certains gérants espèrent même, j'ai envie de dire, ce genre de point d'entrée sur le marché. Le problème, c'est ce que je dis, on n'y est pas pour l'instant. On est un peu toujours dans la finance sur le wishful thinking. C'est-à-dire que tous les gens qui ont raté une hausse attendent que ça revienne au niveau avant la hausse pour pouvoir acheter. C'est ultra classique. Ce qu'on constate, c'est que, les indices ont changé de structure. Parce qu'il y a eu tellement de sous-performance certains types de titres et de sur-performance d'autres qu'on voit bien que le CAC, qui était quand même un indice télécom, pétrole, il n'y a pas si longtemps, on parle d'une vingtaine d'années, maintenant c'est un indice luxe, donc les choses vont vite. Et de facto, quand on prend la composition actuelle de l'indice, les profits sont quand même très au-dessus de ce qu'ils pouvaient être avant la crise. Je veux dire, les profits des LVMH et compagnie, c'est quand même pas du tout la même limonade. Donc l'idée qu'on pourrait revenir au même niveau qu'avant paraît pas complètement évident. Ce qu'on constate juste, c'est que les résultats sont globalement très bons, que les dynamiques sont bonnes et que les valeurs de croissance sont toujours sur une bonne dynamique. Après, est-ce qu'elles doivent se payer ce qu'elles se payaient il y a 6 mois? Est-ce qu'elles doivent se payer encore un peu moins cher? Tout peut se justifier chez Financière Arbevel, où on essaie d'avoir une vision plus stratégique de long terme. C'est pas quelque part tellement notre débat. Notre débat, c'est une question de valorisation, mais c'est pas une remise en cause de la trajectoire de ces flagships et de ces poids lourds de la cote. En fait, nous, on fait une idée qui est simple. Aujourd'hui, on a un problème qu'on est dans une crise de l'offre. C'est simple, on a du mal à fournir. Dans une crise de l'offre, tout le monde a du pricing power. Tout le monde dit, je suis capable de monter mes prix. Voilà, je fais des essuie-glaces, je peux monter mes prix, parce que comme il y a une pénurie, quelque part, on peut faire le prix qu'on veut. La question, c'est, dans 1 an, 2 ans, qui peut encore monter ses prix? Et là, on voit bien que tout ce qui est soit innovant, soit qui fait face à une demande structurellement en forte hausse, on peut penser par exemple aux semi-conducteurs, c'est l'exemple le plus évident, on aurait pu penser à l'énergie verte, tout ça continuera à dérouler parce que la demande est très forte et l'offre ne pourra pas ajuster. Quand on va sur les secteurs qui étaient en difficulté avant le Covid, il n'y a pas tellement de raisons qu'il y ait tout d'un coup une demande colossale qui se fasse, donc il n'y a pas tellement de raisons que les capacités à monter les prix progressent. Donc du coup, nous, notre lecture, c'est qu'il ne faut pas changer son fusil d'épaule, il faut accepter une volatilité, parce que changer tout le temps son fusil d'épaule, ça amène souvent à faire beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, on ne voit rien dans le marché qui nous préoccupe au point de dire qu'il faut complètement changer de stratégie. D'accord. Et les actions conservent un intérêt supérieur, même si les pics de croissance sont passés, même si on va avoir un peu de normalisation des politiques monétaires. C'est pas... Évidemment, parce que le problème, c'est que vous le dites vous-même, c'est intéressant la phrase que vous employez. Et vous dites pas les actions sont supérieures à X. Vous dites les actions sont supérieures parce que vous savez même pas tellement à quoi comparer, parce qu'il y a quand même pas grand-chose à côté, quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que on voit que les stratégies dites alternatives, les hedges, les machins, ça fait bien longtemps que ça marche plus. On voit que le monétaire, le fonds en euros, c'est quand même difficilement très sexy. On voit que les cash actifs obligataires, quand on parle de taux qui remontent un peu, même si pour nous on est probablement pas très loin du bout du chemin, c'est quand même pas ultra sexy. Donc il nous reste juste l'immobilier qui est le truc classique. Et l'immobilier, les discussions qui commencent à rentrer, même si on a beaucoup de temps devant nous, c'est que quand on prend un pays comme la Chine, aujourd'hui on est probablement à 1,5 milliard, 1,6 milliard, à la fin du siècle ils seront 800 millions, et que tous les pays ont aujourd'hui une démographie qui est quand même en forte baisse, à un moment quand les populations vont commencer à toutes fortement baisser, on va avoir des sujets. Donc c'est vrai que même si ça reste un actif sur lequel il y a encore du temps, il y a des questions qui se posent. Donc évidemment la bourse, mais en prenant son temps et en acceptant le fait que le chemin n'est pas une droite, c'est une sinusoïde. Nous on continue à penser que sur les marchés actions et plus particulièrement sur les thématiques croissance, ça reste une sinusoïde ascendante. Michel, quels sont les éléments là qui vous intéressent dans l'ambiance globale? Non, mais parce qu'il y a d'autres sujets et je veux qu'on parle des introductions en bourse. Mais c'est dit beaucoup de choses. Et puis si quand même la crise énergétique, est-ce que ça peut être la pénurie de trop et est-ce que ça redistribue un peu les cartes? Est-ce que ça remet en lumière quand même des acteurs de l'énergie dont le marché ne voulait plus structurellement presque? Le marché, il aime bien se faire peur de temps en temps. C'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ce qu'on a pu observer cette année, c'est que les mouvements de barre sont très violents. Un coup tout va bien, on est quasi euphorique, et puis d'un coup c'est bientôt la fin du monde. Et c'est vrai qu'on a eu des ingrédients supplémentaires pendant l'été, la Chine, les pénuries de main d'œuvre, les catastrophes naturelles, les inondations en Allemagne, en Chine, etc. Et j'en passe. Et puis c'est vrai, comme le mentionnait mon confrère, on a la question des résultats du 3e trimestre. Donc alors un autre élément aussi, septembre, on n'oublie pas, c'est statistiquement le pire mois pour la bourse. Octobre, c'est le mois des grands cracks. Donc s'il y a un moment où il faut une respiration des marchés après quasiment 1 an ininterrompu de hausse, c'est bien ces mois-là. Maintenant, est-ce que je suis inquiet par rapport au comportement de la bourse sur les mois à venir? Non. Il y a plein de raisons à cela. La première, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire des valorisations. Les actions, c'est le seul actif risqué qui reste en ligne à peu près avec sa moyenne de rendement sur 30 ans. Si on regarde le dividende, le rendement par le dividende en Europe, on est autour de 3-3,5%. La moyenne sur 30 ans, c'est 3,6%.
Quand on regarde le 10 ans américain, sur 30 ans, la moyenne, c'est 4%, alors qu'on est à 1,5% aujourd'hui. Donc c'est pareil pour toutes les autres classes d'actifs. Et on peut aujourd'hui, TINA, c'est vrai, c'est encore plus vrai qu'hier. Les taux montent, mais ce n'est pas encore catastrophique. On estime qu'il faut une hausse de 40 points de base par mois pour que ça commence vraiment à faire peur au marché. Alors, marché-action, Marché-action, ouais, d'accord. Donc là, on a fait 20 points de base en 2 semaines, donc on est sur ce rythme-là. Donc on a eu la correction, donc on a eu la value qui est revenue, puisque la value bénéficie de la quantification des courbes des taux via les financières notamment. Mais pour moi, rien de grave. À ce stade, la valorisation, on est à peu près à 15 fois les bénéfices. La moyenne historique, c'est aller autour de 14 fois. Quand on voit les P obligataires qui sont quasiment infinis, il y a encore de la marge. Voilà. La crise énergétique, oui, elle vient après un gros stress sur la Chine, sur l'immobilier. Pour moi, c'est un épiphénomène. C'est un peu l'opposé de ce qui s'est passé l'année dernière avec le pétrole. Rappelez-vous, le pétrole à moins $30 le baril. À ce moment-là, je disais qu'il fallait remplir les piscines avec du pétrole. Là, tous ceux qui ont du gaz naturel, il va falloir le vendre très très vite. Parce que si on regarde les courbes des forwards sur le gaz naturel, on voit que ça s'écroule à partir du mois de février. Donc il y a clairement un effet technique, puis une coïncidence qui est malvenue. C'est la première fois qu'on a un problème d'approvisionnement en Asie et en Chine en particulier. Merci la transition énergétique à marche forcée décidée par Xi Jinping. Et puis en même temps en Europe, puisqu'on a un phénomène de restockage qui se passe en Russie au moment même où le froid arrive en Europe. Donc c'est vrai que ça crée... Et où les stocks sont au plus bas. Et les stocks sont plus bas. On a une histoire, un imbroglio géopolitique autour de Nord Stream 2. Est-ce qu'il va être autorisé ou pas par l'Union européenne ? Bon, voilà. Donc c'est vrai que... Mais généralement, ces phénomènes-là liés aux ressources naturelles, ça dure peu longtemps. Ça a un impact modéré sur la croissance. Mais ça fait peur à court terme. Mais donc voilà, vous dites que ce n'est pas un scénario à la 2008, entre guillemets, où ce que dit l'envolée des matières premières... Ce que dit la BCE, c'est que 10% de hausse du pétrole, c'est un impact de 10 points de base sur la croissance. Voilà. Aujourd'hui, si on extrapole le prix du gaz naturel par rapport au pétrole, en équivalent pétrole, on serait à $200. C'est ça. Mais on ne va pas rester là. La courbe du gaz naturel montre que ça va rebaisser. Donc a priori, oui, il va y avoir un impact temporaire, mais ce n'est pas suffisant pour créer de l'inflation, et sûrement pas en Europe. Et par rapport à la stagnation, dans le stagflation, moi, j'ai jamais vu de période de stagnation quand il y a autant de cash disponible. Donc, quelques chiffres. Il y a 4,5 trillions aujourd'hui de dollars qui sont dans les fonds monétaires. Les entreprises américaines, elles ont l'équivalent de 17% de cash, 17% du PIB américain aujourd'hui en trésorerie. 17%. La dernière fois que ça arrivait, c'était en 1949. Il y avait 14% du PIB. Quand une entreprise elle a du cash, a priori, elle ne va pas le dilapider. Alors, elle peut faire aux États-Unis du share buyback, c'est un truc très connu, mais elle peut aussi faire des capex, des dépenses d'investissement. A priori, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Surtout qu'il y a une crise de l'offre, comme on disait tout à l'heure. L'autre point, c'est que souvent, ça peut venir aussi la stagnation d'un problème de pauvreté ou d'appauvrissement de la population. Si on regarde les ménages américains, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont 17, alors chiffre 17 encore une fois, 17 trillions de dollars d'économie dans leur bas de laine, dont 3,3 trillions ont été artificiellement créés lors de la pandémie parce qu'ils ont sous-consommé. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font penser qu'il y aura une stagnation. Une force de rappel pour la croissance. Je comprends. Non, mais stagnation, c'est un peu fort, mais c'est l'idée d'un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance, quoi. On n'est pas encore là, franchement non. Sur la crise énergétique, je ne sais pas, il y a peut-être quelques éléments aussi à apporter. Alors sur le plan boursier, je notais, on en parlait à la mi-journée, voilà, Total reprend 20% là, en ligne droite quasiment depuis un mois et demi. Est-ce que ça remet sur le plan boursier en tout cas certains acteurs un peu sur le devant de la scène ? Est-ce que ça peut même peut-être changer la perception ou le statut que ces valeurs-là avaient sur le plan boursier ? Alors effectivement, Total remonte, mais en fait on s'aperçoit que le marché fonctionne par thème. Et quand on parle de la valorisation du marché en règle générale, juste pour rebondir sur la valorisation, en réalité, on s'aperçoit que le marché est complètement polarisé. Et qu'effectivement, derrière un 15 fois de PE, on a du pétrole et des banques qui sont vraiment pas chers, et on a les sociétés de croissance qui sont celles qu'un gérant action a envie d'avoir pour le long terme, qui sont sans doute beaucoup trop chères et qui sont beaucoup plus sensibles au taux d'intérêt à court terme. Et donc, il y a l'ajustement de valorisation, il se fait bien sur ces valeurs-là. Et encore une fois, c'est une histoire d'ajustement sur le court terme, pas sur le long terme si les stratégies et les produits sont bons. Pour revenir au pétrole, on avait une situation où ces valeurs ont été plus que vendues depuis un an. C'est ces deux secteurs avec la banque, encore une fois, qui expliquaient pour l'intégralité la baisse de l'année 2020. Tous les autres secteurs étaient à peu près en hausse. Donc on a effectivement un rattrapage. Structurellement, néanmoins, même si les valeurs pétrolières
font partie de la solution de la transition énergétique, parce qu'on ne va pas arrêter le charbon, le pétrole et le gaz pour faire des éoliennes et des panneaux solaires, parce que l'hydrogène, c'est pas encore tout à fait prêt. La fusion qui a été annoncée par Eni, c'est le début, mais ça sera pas avant 15 ans. Et le nucléaire, on ne sait pas encore si ça va vraiment pouvoir fonctionner, parce qu'on en a en France, mais en Europe, c'est toujours pas bien accepté. Donc, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'investisseurs qui font face à une sorte de schizophrénie entre les cash flows qui sont générés à court terme et qui permettent de réinvestir pour faire la transition énergétique, et dans le même temps, un certain nombre d'organismes de labellisation qui vous disent « mais si vous avez encore des valeurs pétrolières, en réalité, vous ne pouvez pas faire la transition énergétique, vous ne participez pas à la transition. » Mais même pire que ça, Gilles, vous avez un fonds climat aujourd'hui ou marketé climat, les gérants m'expliquent que quand on veut vendre ce fonds, mettre du Total dedans, c'est compliqué. Le retail ne peut pas comprendre et ne peut pas admettre qu'il y ait du Total Énergie dans un fonds climat aujourd'hui. C'est compliqué. Nous, aujourd'hui, il se trouve qu'on a transformé nos fonds mainstream en des fonds qui s'attaquent à la transition énergétique, et donc avec cette problématique de climat. Suivant les fonds, suivant les labels auxquels on a appliqué, il y a des fonds qui peuvent avoir du Total, il y en a d'autres qui n'ont juste pas la possibilité de le faire. Nous, on pense qu'effectivement, il y a un sens, il y a un rationnel pour avoir du Total. Maintenant, effectivement, quand on est face à des clients particuliers, on s'aperçoit qu'une partie du travail d'explication, il n'est pas sur 95% du portefeuille, il est sur 5% pour savoir pourquoi on a du Total. Et donc, la justification. Donc, à un moment donné, vous êtes... de manière très pragmatique, vous dites, finalement, est-ce que ça vaut le coup que j'en ai ? Sachant que, faut quand même pas perdre de vue, c'est que la consommation de pétrole, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain, à partir de 2026, si on écoute Total, va commencer à baisser. Et donc, vous avez des forces structurelles qui vont peser négativement. Et que dans le même temps, il y a des plans de CAPEX très importants pour développer, pour développer les énergies renouvelables. Donc, si vraiment vous voulez faire la transition énergétique, à la limite, vous dites, je vais aller acheter directement un pur acteur de la transition énergétique, ça sera plus simple. Donc, il y a quand même une réticence d'un certain nombre d'acteurs à revenir sur le secteur. Donc, on avait sans doute un niveau d'exagération sur des valeurs totales. Mais un changement de statut complet qui ferait que ces valeurs-là soient identifiées comme des valeurs vertes pour demain, on n'en est pas là. Je pense qu'à ce stade, compte tenu du poids qu'a encore le pétrole et le gaz dans la part de chiffre d'affaires, plus de 50%, ça reste compliqué. Je veux pas l'exclure, mais ça reste compliqué. Je pense qu'on pourra en reparler quand on aura des valeurs qui seront un peu plus faibles, de l'ordre de 25% malheureusement. Je dis malheureusement parce que ces acteurs font vraiment partie de la transition énergétique compte tenu de l'importance de leur cash flow aujourd'hui. Thibaut Prébès, quelques réflexions, je sais pas, sur la crise énergétique, ce que ça implique, et peut-être sur le statut de ces acteurs là qui se retrouvent alors un peu remis sur le devant de la scène au regard du mix énergétique qui est pas optimal aujourd'hui en Europe. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce sujet qui est rigolo, qu'on a des formules qui sont défavorables aujourd'hui pour l'électricité, et quand elles étaient favorables, ça dérangeait absolument personne. Puis quand d'un coup c'est favorable, il faut aller taper sur EDF. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des acteurs qui ont le droit d'être toujours perdants, ce qui est quand même un truc dont il faut tenir un peu compte en bourse. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes sur lesquels on vient taper. Et pas juste en France, en Espagne aussi, Iberdrola, d'autres sont même sujet. C'est un point d'ailleurs qui est important en bourse. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des valeurs qui sont chères. Il faut se rendre compte qu'il y a des valeurs qui sont chères parce qu'elles passent toujours entre les trous. Si je prends l'exemple des GAFAM, si je prends l'exemple même de sociétés comme LVMH, on voit que les crises passent et il y a des boîtes dont le chiffre d'affaires, grosso modo, est quasiment jamais affecté, voire qu'il y a des opportunités. Et c'est ces valeurs qui sont chères. Et il y a des marchés et des valeurs qui sont pas chères parce qu'ils prennent toujours des claques quoi qu'il arrive, parce que dès qu'un truc est favorable, on leur tape dessus. C'est un des sujets de Total, qui se retrouve toujours à peu près dans tous les trucs politiques à prendre une claque. Par exemple, ça pourrait être le cas du marché chinois, plus globalement, où tout le monde dit c'est pas cher. Ça a sûrement de la valeur, nous on y croit. Mais la décote, elle est justifiée par des interventions politiques. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ce qui est cher et pas cher, il faut quand même aussi intégrer une dimension qui est la capacité à en fait avoir toujours un news flow plutôt favorable. Tu sais, comme Alcatel à l'époque, elle était pas chère, et il y avait toujours ce qu'on appelait learning before everything, parce qu'il y avait toujours une raison chaque année exceptionnelle pour laquelle ça marchait pas. Une société comme ASML, qui avait détrôné provisoirement rapidement LVMH au sein du CAC, c'est une société qui a révisé systématiquement à la hausse ses résultats, qu'il a encore fait massivement en cours de mois, et ça a quand même baissé parce que c'est pas ce que le marché voulait comme type de société. Ouais. Mais on sait que voilà, c'est des boîtes chères, mais des boîtes chères qui révisent tout le temps à la hausse, au bout d'un moment, en fait, c'est toujours cher parce que ça monte tout le temps quand ils révisent. Mais en fait, c'est pas si cher par rapport à probablement la réalité de ce qui va être fait. Et donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que voilà, il faut pas toujours avoir le raisonnement qui est de dire ça c'est cher, c'est tant de fois les profits, ça c'est pas cher, c'est pas tant de fois les profits. La réalité, c'est que souvent les boîtes pas chères, c'est les profits prévus qui sont pas toujours ceux-là.
et la même chose dans l'autre sens. Ouais. Et ça, c'est un point qui est très difficile à quantifier. Parce que quand on a envie de raisonner comme ça, on peut se dire, ah bah oui, regarde, ça c'est cher, c'est pas cher. C'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pour ça aussi qu'on aime bien essayer de parler en termes de PEG pour essayer de comparer les multiples de valorisation avec la croissance, pour essayer d'avoir une cohérence. Puis après, il faut mettre une sorte de qualité sur la boîte qui justifie le fait qu'en général, elle fait mieux ou elle fait pas ce qui est prévu. Voilà. Et puis après, sur la partie énergétique, bon, tout ce qui a été dit me va très bien. Ce que j'ajouterais, c'est que nous, on ne croit pas tellement à une inflation durable. Donc on pense que tout ça, c'est des épiphénomènes. Moi, si je dois donner une image très basique, je dirais que, historiquement, l'inflation est un truc qui est à 100% corrélé avec la natalité. Voilà. C'est la natalité qui fait l'inflation. Parce que très simplement, la vraie inflation, pas la hausse des prix de consommation en fait, ici et là. La natalité, c'est quoi? C'est dire, est-ce que la prochaine génération de consommateurs, elle est plus grande ou plus faible? Donc quand vous vendez du lait infantile, on se souvient du warning de Danone, quand vous vendez des couches, quand vous vendez des permis de conduire, vous vous intéressez à une génération. Votre question, c'est est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Pas savoir si on vit jusqu'à 100 ou 110 ans ou 120 ans. Donc c'est ça qui crée l'évolution de la demande, donc c'est ça qui crée l'inflation sur les prix. Et après, c'est comme quasiment tout dans la vie, une sinusoïde. Et votre sinusoïde, souvent, c'est les cours du pétrole ou de l'énergie. Aujourd'hui, la tendance, elle est partout à la baisse de la natalité, donc une inflation qui baisse graduellement. Donc des taux américains qui ont été à 10 il y a quelques dizaines d'années, puis qui ont été à 5 au cycle précédent, et probablement qu'aujourd'hui, le point E, il est plutôt à 2, ou 2,5, ouais. Comme le disent les membres de la Fed, plutôt qu'à 5, parce qu'avec une natalité aux États-Unis qui, en 20 ans, est passée de 3 à 1,7, eh ben, l'inflation ne sera pas la même. Et donc, nous, on croit qu'on est aujourd'hui toujours sur cette sinusoïde baissière, et que là, on est un peu en haut de la sinusoïde pour des facteurs exogènes qu'on retrouve tous les quelques années, que ce soit à la hausse du pétrole qui fait peur ou à la baisse du pétrole qui fait peur. Généralement, d'ailleurs, toujours au banc quand au passage. Voilà. Nous, on croit en cette idée-là. Et donc, on croit qu'aujourd'hui, on reste sur cette sinusoïde descendante. Et l'intérêt de ce discours, qui est juste ou pas juste, c'est que comme la démographie, ça bouge pas très vite, ça nous laisse un peu tranquille sur nos convictions pour Oui, quelques c'est temps. ça apporte une conviction de long terme quand même. Ça Alors, permet à tempérer quand même sur la partie inflation, il y a quand même un élément exogène qui peut peser de manière transitoire, qui dure un peu plus que prévu. Hein, oui. On a vu Ah, transitoire mais qui sur quelques années, quoi. Sur Si on se quelques place années. sur les questions démographiques, on peut se dire quelques années, c'est du Mais court c'est bien terme. la transition énergétique. Ouais. La transition énergétique, aujourd'hui, on se propose de remplacer, si on schématise, 1 giga de capacité installée qui peut avoir un taux d'utilisation de 100% par 1 giga qui a un taux d'utilisation de 25 si c'est du solaire, 30 si c'est de l'éolien, 50 si c'est de l'éolien offshore. C'est-à-dire que pour avoir la même capacité utilisable, il faut construire entre 2 à 4 fois plus. Cette crise, elle va accélérer là, ces investissements que vous êtes en train de décrire. Le truc, c'est qu'on va devoir mettre beaucoup de capital sur la table et que ça, c'est quand même une pression à la hausse des coûts de l'énergie. Et d'ailleurs, on commence à le voir. On commence à le voir sur les prix de l'électricité. Donc, une fois que ça sera construit et qu'on aura des capacités en réalité avec des coûts opérationnels qui seront fixes, on aura potentiellement des coûts de l'électricité qui sont dans 15-20 ans, très très bas. Oui. Mais dans le laps de temps, Mais bien sûr. on risque d'avoir une inflation. Oui, il y a une cloche. Il y a une cloche à Donc venir. effectivement, on peut avoir un peu plus d'inflation que prévu à court terme à cause de la transition énergétique. Michel, on change de sujet. Est-ce que la Bourse de Paris est prête pour accueillir OVH? Ah ouais, rien à voir alors. Non, mais il faut qu'on avance un peu. Il faut qu'on avance un peu. J'avais une transition toute Alors, trouvée. allez-y. Tout ça, ça relève en fait, quand on parle de cette crise énergétique, on parle en fait beaucoup de polarisation et de régionalisation, relocalisation. Parce qu'on voit bien que là, on est l'Europe contre l'Asie, contre les États-Unis. Chacun se bat pour avoir le dernier cargo de GNL disponible. Et ça montre que les équilibres géopolitiques sont en train de changer, d'autant plus qu'on en a parlé déjà plusieurs fois, les dynamiques en Chine sont en train de se modifier de façon structurelle. Et donc, OVH, pourquoi Je vous c'est laisse en venir à OVH. Alors, la transition, elle est toute trouvée parce qu'en fait, on parle in fine de souveraineté de la donnée. On a bien compris que l'un des enjeux des 10 prochaines années, ce serait d'être maître de nos données, de ne pas les avoir localisées soit en Chine, soit aux États-Unis, soit ailleurs. Et c'est vrai qu'OVH, c'est un acteur français qui a ses serveurs basés en France. C'est une success story. Et sur le papier, c'est vrai qu'on a envie de l'accompagner, on a envie d'y croire. Maintenant, est-ce que le marché parisien est prêt à l'accueillir? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que en termes de je relis ça même au sujet ICAD Santé, qui est un peu en termes profil boursier, l'anti-OVH, c'est-à-dire ICAD Santé, foncière immobilier de santé, boîte ultra connue, visibilité maximum, rendement, ICAD est coté. Okay. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça sort pas. Non, mais ICAD est coté. Est-ce qu'un dossier, alors à l'inverse, qui est peut-être pas un dossier
dossier que tout le monde comprend très bien. C'est est-ce qu'on a les investisseurs qualifiés pour accompagner ce genre de dossier avec une taille d'opération qui n'est pas négligeable, puisque c'est quand même 350 millions, 450 avec les options à lever. Bon, déjà 450 millions, c'est pas énorme. Hein. On a déjà fait des introductions en bourse qui étaient plus importantes. Donc ça doit ICAD Santé, 800 à 1 milliard, oui, ça sort pas. Alors d'accord. Alors ICAD, vous l'avez mentionné, ICAD c'est coté en bourse. Donc en fait, l'opération ICAD Santé, c'était de revaloriser une de leurs activités, ICAD Santé, en laissant un flottant qui resterait minoritaire. Donc des perspectives actionnariales qui étaient celles d'un rendement intéressant, mais somme toute limitées, puisque dépendant d'un actionnaire majoritaire qui le resterait. D'accord. L'autre point, c'est que ICAD est aujourd'hui extrêmement décoté en bourse par rapport à une activité ICAD Santé qui aurait coté avec une prime par rapport à la valeur de l'actif net évalué. Donc là, on n'a pas du tout le même point de départ et ce n'est pas le même secteur aussi. Il se trouve que, manque de bol, l'introduction en bourse a été placée sur le marché au moment où, pendant 10 jours, les taux n'ont pas arrêté de monter. Et valeur défensive plutôt axée taux plus bas plus longtemps, quand les taux remontent, ce n'est pas le bon moment. Okay. Donc en fait, ils ont joué de malchance par rapport à ça et c'est vrai que le timing a entraîné une difficulté à placer le papier. Quand on parle d'OVH, c'est quand même un oiseau assez unique. En France et même en Europe. C'est un concurrent de tous les Amazon, Google de la Terre. Donc il y a un intérêt en termes de diversification de portefeuille du fait de cette activité-là. Après, on peut dire que c'est pas de la tech, que c'est plus de l'infrastructure. N'empêche que... j'en sais rien. Enfin, ça, c'est le débat qu'on a commencé avant d'ouvrir les micros. Donc, je sais pas. Vous dites c'est pas de la tech. Si, entre tech... Amazon, est-ce que c'est de la tech à la base? C'était beaucoup de la logistique. Donc, ça dépend de la façon de faire les choses. Moi, je trouve qu'ils ont une façon de présenter leur business model qui est assez intéressante. Il y a un profil de croissance qui n'est pas hyper flamboyant, mais ça apporte quelque chose. C'est pas de l'hyper-croissance. Quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas de l'hyper-croissance. Oui, c'est pas 30% par an. Néanmoins, ça répond à une nécessité qui est cette fameuse souveraineté, relocalisation, régionalisation, des choses qui sont considérées comme critiques aujourd'hui au niveau géopolitique. Et ça, c'est un argument boursier, ça? Alors, c'est un argument... C'est un argument un peu chauvin. Non, mais je suis très content, il n'y a pas de problème là-dessus. L'argument boursier, c'est que finalement... Est-ce que ça suffit pour la bourse? Non, l'argument boursier, c'est que finalement, les valorisations attendues, enfin en tout cas ce qu'on voit passer pour le moment, semble relativement acceptable par rapport à ce que c'était au début. Donc ils ont revu un peu à la baisse les exigences. C'est vrai. Après, on verra l'histoire sur le long terme. En termes d'acceptation aussi, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'initiatives en France pour pouvoir favoriser... l'émergence d'investisseurs sur ce type de business model. C'est ça ma question. Voilà. Alors on a parlé... Parce qu'il y a 2-3 ans, si OVH avait dû se coter il y a 2-3 ans, plus compliqué. Sans doute qu'il serait allé au Nasdaq. Et d'autres boîtes françaises l'ont fait directement en se cotant au Nasdaq, sans passer par la case Euronext. Là, le fait qu'ils viennent sur Euronext, est-ce que ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui a changé dans l'écosystème? Les choses sont en train de changer. Il y a un écosystème qui est en train de se bâtir. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place, notamment par le biais de Philippe Tibi, dont l'initiative porte son nom. Nous gérons des fonds qui relèvent de cette philosophie. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est essayer de participer à la construction sur le long terme d'un écosystème français, européen, technologique, et donc d'avoir des fonds en capacité de répondre à ces appels au marché. Voilà. Typiquement, on en fait partie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas regardant sur la valo, sur le modèle d'entreprise, etc. Au contraire, il y a beaucoup de dossiers qu'on a laissé passer parce qu'on pensait que c'était trop cher ou pas convaincant en termes d'avenir et de modèle. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on est bien plus outillé à Paris pour répondre à ce genre d'appels de capitaux. C'est ça. Et je pense que ça va continuer. Les encours aujourd'hui dans les fonds tech ou assimilés tech, innovation, ont quand même bien cru. Est-ce que la Bourse de Paris est prête pour accueillir OVH? Bien sûr, puis elle le souhaite. Après, c'est vrai que vous le disiez, c'est pas Google. Mais ce qui est intéressant, c'est que... faut bien commencer par quelque chose. Oui, et puis, je pense que pour reprendre ce qui a été dit, nous aussi, effectivement, on est sensible, via notre fonds Disruptive Opportunities, à ce genre de choses. On constate quoi? On constate que quand on regarde les indices européens, on est obligé de regarder des petites et des moyennes valeurs, parce que quand on a passé à SML, SAP, on est quand même assez vite sur des indices qui, en termes de tech, sont quand même légers. Et même si on prend tech au sens un peu large, globalement, on en sort quand même assez rapidement dans le CAC, et même avec beaucoup de bonne volonté, déjà arriver à dire 10% de trucs qui ressemblent un peu à de la tech... Voilà, une fois qu'on a passé STM, on va chercher les Thales, les Capgemini, puis assez vite, on est quand même... Donc, on a besoin de l'émergence de ce genre de valeurs, qu'on trouve plutôt dans les moyennes valeurs. Le Covid a beaucoup aidé parce qu'il a rebattu les cartes et que ces sociétés ont eu beaucoup de croissance, beaucoup d'attrait, se sont mieux valorisées. Donc,
On a besoin de ça. L'idée que toutes les sociétés qui ont un peu de croissance ont des thématiques intéressantes avec le Nasdaq, c'est quand même en soi quelque chose qui est un constat d'échec. Avec toutes les initiatives prises, ça a été fait. Après, je ne me prononcerai pas sur la société qui est en cours de marketing parce que je ne veux pas perturber le processus d'introduction. Non, mais bien sûr. Fait, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de sociétés de ce type. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'en soi, qu'une société soit cotée ou pas, on s'en fout. Elle est là. Donc ça ne change rien pour l'écosystème. La différence, c'est juste de se dire, est-ce qu'on est capable d'aider des sociétés comme ça à lever des capitaux ? Et si on sait que sur le private equity, les placements privés, on est très en dehors de ce que peuvent faire les Américains, si on peut essayer au moins que la bourse soit un relais, ça reste quand même une avancée positive. Oui. Ce qui permet de retrouver la fonction primaire aussi du marché boursier. Hein. Quand on parle de financement des entreprises, c'est pas en échangeant des titres sur le marché secondaire qu'on finance quoi que ce soit. Donc c'est bien dans ces opérations quand même que ça se joue. Sur OVH, c'est de la tech ou pas, Gilles ? Je sais que c'est un débat qu'on a commencé entre nous avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est une société qui, aujourd'hui, quand on regarde son intensité capitalistique, est avant tout une société qui fait des data centers. Les mêmes data centers qui, par ailleurs, dont personne ne veut quand on les regarde chez Atos. Parce que c'est pas tout à fait la même façon d'opérer. Ils ne sont pas positionnés sur les mêmes marchés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un investissement physique. Ce qui fait que la croissance, elle nécessite de mobiliser beaucoup de capitaux. L'enjeu de cette IPO, c'est quoi ? C'est de lever des capitaux pour aider la société à se transformer, pour augmenter le contenu technologique et de quitter ce statut d'infrastructure pour se transformer pour évoluer vers ce qu'on appelle la plateforme as a service et pour pouvoir venir ajouter des logiciels, des composants de software, d'analyse de données que aujourd'hui vous avez dans les Microsoft Azure et et chez Amazon Cloud. Ouais. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, quand une société comme ça se présente en bourse, c'est s'assurer qu'on la paye le bon prix, parce qu'il va falloir l'accompagner dans cette transition, mais qu'aujourd'hui, il peut y avoir encore des doutes sur leur capacité à achever cette transformation. Ça, c'est ma question. C'est là où on n'est pas le Nasdaq. Ça va se payer 5,5 fois le chiffre d'affaires. Mais c'est là où, 2021. d'un point de vue investisseur, il faut accepter de participer à cette aventure, mais il y a quand même une composante risquée dans cette transformation. Donc, à la fin, et nous, c'est comme ça qu'on regarde les dossiers, c'est si le titre arrive à un prix qu'on estime juste et qui nous permet effectivement de considérer que cette prise de risque, elle est reflétée dans le prix et qu'on n'achète pas juste un acteur d'infrastructure, à ce moment-là, on ira. Mais juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, la différence de valorisation entre un acteur de data center, de bar métal, comme on appelle, et un acteur de PaaS, de plateforme as a service, c'est du simple au double. C'est-à-dire qu'un acteur de plateforme as a service, c'est 10 fois les ventes. Donc la perspective de cette transformation, le 5 fois les ventes, il n'est pas très cher payé. C'est peut-être pas cher. C'est pas cher si effectivement cette transformation s'opère. Et donc aujourd'hui, c'est leur capacité à convaincre, à opérer cette transformation. Et c'est pour ça qu'ils lèvent des fonds. C'est que les fonds qui vont être levés, ils vont justement servir à renforcer à acheter des composants de la croissance externe pour renforcer cette composante PaaS. Et c'est là où ils ont besoin d'être convaincants. Alors, en plus, l'introduction en bourse d'OVH arrive au moment où, j'ai vu ça ce matin, Thales annonce un partenariat avec Google pour son cloud souverain. Alors, chez Orange, c'est avec Microsoft. Thales a également un partenariat avec OVH pour la partie cybersécurité. D'accord. Donc, le point qui est important. Parce qu'on parle de l'écosystème boursier, mais l'écosystème industriel français, européen, est-ce qu'il accompagne OVH ? Le point qui est important, c'est que la souveraineté, qui est effectivement mise en avant par OVH, et c'est le point qui fait qu'on a envie de l'accompagner parce que ça leur donne un avantage, en réalité, elle n'appartient pas qu'à OVH. Puisqu'en fait, on s'aperçoit que les sociétés américaines, aujourd'hui, sont en train de monter des structures en Europe dans lesquelles ils vont abandonner, et c'est ce qu'a annoncé, ce matin, je crois que c'est Amazon. Je n'ai pas suivi, mais... dans son partenariat, ou Google avait dans son partenariat avec Thales, c'est qu'en fait, ils n'auront pas la majorité de cette entreprise. Parce que ce n'est pas uniquement le fait d'être localisé, c'est aussi d'avoir des capitaux majoritaires qui soient européens. Donc, en réalité, le côté un peu unique de OVH, c'est un avantage qui est quand même un peu ténu parce que les Américains ont les moyens de venir combler ce retard avec une puissance qui est quand même pas la même.
Bon, sur le plan des introductions en bourse en général, est-ce que cette année a été une année importante ? Il y a eu plus d'introductions en bourse que de sorties de cotes. Ça, c'est déjà un élément un peu nouveau quand même. Est-ce que c'est le début de quelque chose ? Est-ce que c'est un phénomène de rattrapage, surtout par rapport à 2020 où beaucoup de dossiers ont été gelés ? Et puis, c'est un peu toujours le constat qu'on fait malheureux. Est-ce que c'est spécifique à l'écosystème parisien ou Euronext ? Les performances boursières sont très rapidement décevantes à la suite de ces introductions en bourse. Oui, cette année, ça va être une année historique en nombre d'opérations dans le monde. Et en fait, l'Europe est encore une fois plutôt le parent pauvre de l'activité d'introduction en bourse, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ça a longtemps été tiré par les introductions en bourse américaines et chinoises, jusqu'au coup d'arrêt qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'en Europe, on a eu certes beaucoup d'opérations, mais de taille plutôt modeste par rapport à ce qu'on a vu ailleurs dans le monde. Et c'est vrai que la performance, si on regarde avec un peu de recul, est assez décevante à ce stade. Ouais. Ça, c'est un problème, ça. Alors, aux États-Unis, on est très attentif. Alors, le pop d'ouverture, combien ça va ? Est-ce que ça va doubler sur la première séance ? Il y a pas mal de choses. Déjà, il y a eu la volonté en Europe de lancer des SPAC, qui sont un véhicule d'investissement totalement nouveau pour les investisseurs européens et qui, pour l'instant, à quelques rares exceptions, n'ont pas fait des étincelles. C'est un chèque en blanc qui est signé à des entrepreneurs ou à des financiers qui s'engagent à partir d'une coquille vide dans laquelle on va mettre de l'argent à faire une acquisition dans un secteur qui est identifié en vue de consolider potentiellement un sous-secteur. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça a représenté aux États-Unis la moitié d'introduction en bourse cette année. Ça a marché aux États-Unis. En Europe, ça a déjà beaucoup moins bien marché. Oui, il y en a quelques-uns. Ils se comptent sur les doigts de deux mains, quoi, on va dire. Il y en a eu, oui. Pour le reste, souvent, c'est une question de valorisation. On en vient à ce que disait mon confrère. Et c'est pas mal dû à la sphère du private equity, que l'on mentionnait tout à l'heure. Les multiples d'échanges ou d'opérations de private equity qui sont gorgées de liquidités sont aujourd'hui totalement délirants. Et c'est vrai que la tentation, c'est d'essayer d'obtenir des valorisations très élevées lorsque un fonds de private va céder une activité en bourse. Le problème, c'est que nous, actionnaires, ne sommes pas forcément prêts à payer ce décalage aux fonds de private equity aujourd'hui quand ils essayent une opération en bourse. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, vous dites, dans la manière dont ça... Il y a une différentielle. Déjà, c'est comme pour les... on a la même chose sur les... Oui, les fonds de private equity aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des introductions en bourse. Donc, quand on voit ce qu'ils payent par ailleurs, c'est normal qu'ils exigent beaucoup. Et c'est vrai il y a un décalage de valorisation aujourd'hui qui justifie qu'il y a des attentes du marché qui soient déçues par les niveaux de valorisation. Thibaut, sur le bilan de l'année en matière d'introduction en bourse et ces performances boursières toujours un peu décevantes qu'on observe il y a deux après choses. coup. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en 2008. En 2008, on avait cette idée que le private equity, c'était pas liquide. On achetait et puis on sortait un jour, et que donc il y avait une décote. Et en 2008, tous les gens qui ont vendu au plus bas avant de voir le truc remonter comme une flèche, particulièrement aux États-Unis, où le rebond boursier a été particulièrement rapide, en fait, sont convaincus des institutionnels que finalement, le private equity, c'était plutôt un moyen de ne pas faire d'erreur, d'être valorisé tranquillement au pair jusqu'au jour où on gagne de l'argent. Et une vie beaucoup plus simple que nous, qui passons notre temps, dès qu'il y a un coup de stress, à tous les clients qui appellent, qui machin, alors qu'en fait, au final, ils ne regarderaient pas les valos pendant 5 ans, souvent qu'ils seraient très contents. Et donc, du coup... La liquidité est devenue un boulet, d'une certaine manière. Avec des idées de certains fonds d'initiative, de fonds fermés, vous l'avez vu, en disant que quelque part, les investisseurs, en fait, avaient plus envie de cette liquidité qui servait plutôt à faire des erreurs qu'autre chose. Et du coup, les fonds private equity, maintenant, ont plutôt une surcote. C'est-à-dire qu'ils sont... Voilà. Et donc, la problématique qui se pose, et vous l'avez dit très justement, c'est la sortie. C'est-à-dire que si le private equity a des sociétés qui sont mieux valorisées déjà à l'achat que le marché, une fois qu'ils veulent les sortir, il faut vraiment que la création de valeur ait été évidente pour qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à les racheter et qui ait plus d'intérêt à aller en bourse qu'un autre fonds qui les racheterait. Et donc, en fait, on arrive à cette idée que les fonds de private equity revendent à des fonds de private equity. Puis, à un moment, quand ça commence à être trop gros pour les fonds français, qui n'ont pas la même capacité que les US, on dit, tiens, ça allait faire un tour sur le marché. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des introductions en bourse sur le marché qui sont extrêmement attractives, d'autres qui sont moins attractives. Mais ce qu'on doit constater, c'est que souvent, à cette introduction en bourse, on rince un peu les acheteurs. Et du coup, après, on peut mettre un peu de temps à retrouver de l'intérêt, à retrouver de nouveaux acheteurs qui regardent le dossier, à attendre des résultats. On a eu l'exemple, on en parlait en antenne, de Believe, qui est une société qu'on apprécie. C'est une société qui a eu son cours de bourse s'écrouler post-introduction en bourse de plus de 30% avant de revenir au point de départ. Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'après l'initiation en bourse... Donc l'histoire, elle commence maintenant, en fait, vous dites, pour Believe. C'est-à-dire, nous, on croit dans l'idée qu'on achète une introduction en bourse parce qu'on croit dans la boîte dans 5 ans. Donc ce qu'elle fait dans les 3 mois suivants, c'est pas tellement un sujet. Après, on serait toujours plus malin à l'acheter 3 mois après. Mais il faut bien que l'introduction se fasse, donc il faut bien y aller aussi. Rapidement pour conclure. Juste la chose que je note, moi, c'est quand on regarde une introduction en bourse, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on vient en bourse ? Est-ce qu'on vient pour faire un chèque
à l'actionnaire ou pour repayer de la dette, ou est-ce qu'on vient pour accompagner un projet de croissance? Et ce qui est séduisant avec OVH, quelque part, c'est qu'on va acheter, on va participer à une histoire de croissance. Si on est juste là pour quelqu'un qui cherche à valoriser le mieux possible sa boîte, souvent, pour moi, c'est plutôt un signal que vaut mieux s'abstenir. Parce que on est là pour essayer de participer à un financement et pas juste pour faire un chèque à quelqu'un qui voudrait vendre sa boîte. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Et OVH, donc début des négociations le 15 octobre, je le rappelle, on sera là pour suivre ce moment important pour l'écosystème de la Bourse de Paris. Nos 3 invités ce soir, Michel Saunier, Tocqueville Finance, Gilles Guiboud, AXA IM et Thibaut Prébet, la financière Arbevel.